moi, mais séparément. Parce qu'il faut que je vois. Voilà. D'accord. Deux groupes. Donc deux groupes, on divise en deux groupes. Il y a un groupe avec Sébastien, qui vont aller en Mésopotamie. Et en restant à Londres tout. Hein, Oui, on est. là devant Il y a par ici. Voilà. Eh bien. Donc un groupe qui ira avec lui en Mésopotamie, c'est juste à 2 salles de là où je vais avec les autres. On ira voir les côtés égyptiens. Et puis on échangera les groupes, comme ça tout le monde pourra voir. Oh non, exactement. Voilà, on fait des groupes échangistes. Moi, je suis. C'est bon? T'as trouvé? Voilà. Sinon, journal de classe. Il est très méchant. Je sais même plus où sont mes feuilles. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Oui. C'est filmé, c'est pour ça. Donc ici, le British Museum. Tournez-vous vers la façade, observez là. À quoi est-ce que ça vous fait penser? Le Parthénon. La frise du Parthénon. Athènes, les frises du Parthénon. Un temple grec plutôt. Enfin, du style grec. Les colonnes, par exemple, sont de quel ordre? Dorique. Dorique? Il faut des justifications. Hein. C'est Dorique ou Ionique, hein? C'est un des trois, quoi. C'est ionique, justement, avec les volutes au sommet de chaque colonne. Au sommet, il y a donc un fronton, donc une frise, qui représente les progrès de la civilisation. Donc on peut voir notamment certains de l'art. On voit notamment un masque de théâtre grec. Donc c'est du côté droit. Tandis qu'à gauche, la première statue à gauche, en partant du centre, on voit la peinture. On voit aussi différents métiers. Donc ce sont les progrès de la civilisation. Donc aussi le style d'architecture. Quelqu'un connaît le style d'architecture d'ici du British Museum, ça pourrait être quoi? Néoclassique. Néoclassique. Pour vous expliquer, en fait cette façade a été faite au 19e siècle, période néoclassique. C'est du néoclassique anglais, on appelle ça du Greek Revival. Donc c'est la renaissance du grec. Revival, avec l'accent. Donc quand on va entrer, dans l'entrée, il y aura une salle de lecture, vous le verrez, il y a des gens assez connus qui y ont travaillé, comme Karl Marx ou Charles Dickens. Tout le monde connaît ces gens? Ça va. Un peu. Et l'attraction, enfin le monument phare de ce musée est la pierre de Rosette, dont on va parler juste après. Ouais, c'est son point de vue, hein. C'est le plus connu. Son point de vue. Ouais. Voilà. Donc maintenant on peut faire les groupes. Certaines mesures, enfin, on parle en mesures différentes à l'époque, et donc ce sont des exemptions d'impôts qu'il a mis en 3 langues, donc la langue sacrée, les hiéroglyphes, les démotiques, qui est une langue un peu plus populaire en plus, parce que ce pays c'est pas vraiment plus développé, et le grec ancien, donc comme c'était les Ptolémées, il y avait quand même la société. Il est vite, monsieur, Imaginez c'est plus grand que moi, donc ça fait peur, un symbole de puissance, comme ça un pharaon. Le pharaon est considéré comment?
rapprocher un petit peu. Ok, donc voilà, ici on se trouve devant la porte de Balawat. Donc Balawat, c'est une région qui se situe dans le nord de l'Irak actuel. Alors en fait on a retrouvé, enfin c'est une reconstitution de la porte. Cette porte en fait a été, la vraie porte a été faite donc, au 9e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Assur, Narsirpal et de Salmanazar III. Donc en fait ce qui est d'origine, enfin, je ne vais pas dire d'origine, mais ce que je veux faire, ce que tu peux observer ici, ce sont les charnières. Alors ici il y a donc, des petits trucs, pas la porte en elle-même, pas le bois, mais ce qu'il y a dessus. Donc à votre avis c'est fait en quel métal, quel Cuivre. Quoi le cuivre? Cuivre ou bronze. Cuivre ou bronze? Éteint. Cuivre. Allez. Bronze. Bronze, c'est du bronze ici. Alors si vous observez bien un petit peu ces petites charnières en question, vous pouvez observer quoi ici? Rapprochez-vous s'il le faut. Hein. Des scènes de vie, des esclaves. Rapproche-toi un petit peu. Vous êtes là aussi pour observer. C'est l'armée ou Voilà. En fait ici, chacune des charnières en fait est représentée, entre guillemets, je veux dire, les campagnes principalement de Salmanazar III. Et donc en fait donc si on reprend bien tout ce qu'on peut trouver là-dessus, on voit par exemple les hommes partir de chez eux, on les voit attaquer les villages, enlever la population de des villages qu'ils ont conquis, on les voit sacrifier des gens, on les voit faire la fête et ainsi de suite quoi. Et aussi on peut aussi observer certaines scènes de chasse. Donc surtout quand on voit, je ne sais plus où on le voyait d'ailleurs. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne le vois plus. Mais on peut aussi observer certaines scènes de chasse. Sinon, je voulais vous demander aussi, c'est quel type de relief ici, à votre avis? Comment? Non mais dis-le plus fort. Voilà, ce sont des bas-reliefs. Et à votre avis, comment ils ont fait ces bas-reliefs? Une idée? Non, pas exactement. Non plus. Notre groupe il a trouvé, mais en fait si vous voulez, donc il prenait la plaque en question. Dans un premier temps, donc il marquait les gros traits. Ensuite il prenait cette plaque, il la retournait dans l'autre sens. Et avec un burin, il donnait cet effet de relief que vous voyez là, en suivant les marques qu'ils avaient fait préalablement. Donc c'était quand même du travail. Donc maintenant je vais vous faire observer donc, les deux gardiens qui se trouvent ici. Donc on va bouger un petit peu. Voilà, donc ici on est devant deux énormes statues, chacune de chaque côté devant une porte. Donc à l'époque, oui, pour des gardiens. Donc c'était censé apporter la protection. Et en fait ils mettaient ça justement devant donc à l'entrée des couloirs ou ainsi de suite, parce qu'à l'époque on disait que ils pouvaient avoir de mauvaises et de bonnes influences, et justement avec ces gardiens à l'entrée, les mauvaises influences étaient chassées, donc du coup ils gardaient que les bonnes influences. Ensuite aussi on peut observer en dessous et derrière les statues, qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Des écritures. Quel type d'écriture on peut voir? Cunéiforme. Voilà, c'est des écritures cunéiformes qui sont en fait donc des pictogrammes. Et donc c'était utilisé à cette époque-là pour tout ce qui était la comptabilité et ainsi de suite. Donc voilà. Pour les gardiens, pour le moment c'est tout. Donc je vais vous faire maintenant observer le petit obélisque noir qui se trouve là juste derrière. Enfin, juste derrière. Voilà, donc ici on est devant l'obélisque noir de Salmanazar III. En fait, donc il a conquis pas mal de territoires et en fait cette pierre représente en fait toutes les tribus que payent justement les... donc c'est pas des offrandes, ce sont des tribus, attention. Donc ce sont des tribus que les territoires conquis
doivent à Salmanazar III. Bon, maintenant, il n'y a pas que des tribus, genre ici, qui représentent donc un lion et c'est un cerf, si je ne me trompe pas, qui représente en fait le zoo personnel de Salmanazar III. Donc en gros, c'était une espèce de propagande pour montrer qu'il était puissant à ce moment-là. Et on peut bien sûr retrouver aussi les fameuses écritures cunéiformes en dessous et entre chacune des fresques, donc chacun des dessins. Et voilà. Et la taille est fidèle ou c'est plus grand? C'est la vraie pierre. Ouais. Non, mais ils nous disent que maintenant c'est beaucoup plus grand, c'est ça que je Et veux dire. aussi pour l'info, cette pierre est faite en calcaire. Même si ça n'a pas l'air, c'est du calcaire. Donc voilà. Alors, un petit commentaire sur les deux prestations qui viennent d'être données pour l'instant. Donc, il y a eu d'une part Simon et ensuite Sébastien. Alors, je commence d'abord par Simon qui nous a présenté la pierre de Rosette. Alors, bon, les conditions ne sont toujours pas excellentes, vu le monde devant ce type de vitrine qui attire beaucoup de monde, bien sûr. Mais je voudrais quand même formuler 2 ou 3 petites remarques. Alors, il y a eu une tentative, mais pour moi insuffisante, même s'il y a eu un départ, basé sur l'observation. Hein, mais je crois qu'il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. D'autre part, quand tu demandes aux étudiants de se remémorer leurs souvenirs, leurs connaissances, là aussi, je crois qu'il fallait être un peu plus pointu parce que c'est une matière que tous les étudiants de première ont vue. Hein. Et alors, il faudrait être plus précis également dans ton exposé. Parce que je trouvais que comment dirais-je, que c'était un petit peu, il y avait quand même beaucoup d'à peu près. Alors, à commencer tout d'abord par la notion d'empire. Tu as demandé aux étudiants est-ce que c'est l'ancien, le moyen ou le nouvel empire. Hein? Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est le nouvel empire, quelque chose comme ça, sauf erreur de ma part. Oui. Et donc il s'agit, et ta réponse a été que c'était la période de l'Agie. Oui, et que ça n'avait donc rien à voir avec le nouvel empire. On est bien d'accord. Il se fait qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas entendu ta réponse. Alain. Stop. Ce serait gentil d'écouter s'il vous plaît, tout le monde, puisque les commentaires sont destinés à vous donner des conseils sur le plan méthodologique et didactique. Alors, ensuite, quand tu as parlé des écritures et de la langue égyptienne, je trouve qu'il y a eu quand même des confusions. Tu as dit à un moment donné, oui, tu as parlé des hiéroglyphes, tu as parlé du démotique et tu as parlé du grec. À un moment donné, tu as dit que Champollion était parvenu à décrypter, à déchiffrer les hiéroglyphes à partir du copte et du grec. Hein? Et quand tu as parlé du copte, ce n'était pas tout à fait clair, en tout cas je crois pour ceux qui t'ont entendu, il suffit de faire un petit sondage maintenant, hein, sur ce que c'est que le copte véritablement. Alors est-ce que tu as parlé du copte en tant qu'écriture ou du copte en tant que langue? C'était pas clair. Parce que ce qui a permis à Champollion effectivement d'atteindre justement les hiéroglyphes, c'est effectivement à partir du copte, sauf qu'il s'est trompé sur la langue, mais le copte c'est rien d'autre que de l'écriture grecque avec 2 ou 3 signes qui sont peut-être différents. Donc là, ça méritait d'être distingué, parce que quand tu parlais justement des hiéroglyphes et du démotique, tu as dit que ce sont 2 langues différentes. C'était un lapsus, j'imagine, mais c'est bien 2 écritures différentes qui reproduisent la même langue, parce que la langue des prêtres, des scribes et la langue populaire, à part quelques mots savants spécifiques liés à l'administration ou aux besoins du culte, c'est la même langue qu'ils parlent. Ça va? Donc là, c'est bien
la même langue, mais qui a deux expressions littéraires. Oui, mais je crois que c'est pas passé comme ça. Donc je crois que tu as été un petit peu trop rapide dans ton explication. Ça va? Bon, ceci dit, ce qui était positif, c'est que tu étais venu avec une photocopie de la pierre de Rosette qui permettait effectivement de savoir quels étaient les mots qui figuraient dans la partie hiéroglyphique, dans la partie démotique et dans la partie grecque, qui étaient équivalents. Et ça, c'était positif. On voit bien le cartouche qui conduisait à Ptolémaïos dans le texte grec. Ok, bon, ça c'est positif. Maintenant, je passe à Sébastien. Alors, Sébastien, tu nous as d'abord présenté une grande porte. Voilà. Et là aussi, je dirais que bon, Simon est plus précis que toi quant au vocabulaire, même si je viens de dénoncer, entre guillemets, quelques imprécisions. Mais toi, au niveau du vocabulaire, tu es quand même assez imprécis. Hein, parce que tu as dit, dans un premier temps, oui, cette porte, tu as d'abord dit c'est la porte originale, et puis tu as dit, mais non, c'est une reconstitution, parce qu'on voit bien que c'est du bois d'il y a 3000 ans ou 4000 ans, c'est pas possible. Hein. Alors, les ferronneries eux-mêmes, elles sont d'origine, pas d'origine, là c'était pas clair. Est-ce que ce sont là des reconstitutions? Là, c'était pas évident d'après ce que tu as dit. Hein. Alors, c'est quand même un petit peu dommage que tu ne sois pas parvenu comme à identifier la scène de chasse. Parce que tu t'es mis à chercher alors qu'on voyait quand même où elle apparaissait. Pour moi, c'était assez évident. Il y en avait plusieurs d'ailleurs. Maintenant, il y a certaines scènes qui portent à confusion aussi. Oui, mais enfin, on pouvait distinguer quand même les chaînes. J'avais pas trop envie de me tromper non plus. Non, d'accord, mais on voyait que certaines, c'était vraiment des scènes de guerre et d'autres des scènes de chasse. Ah, enfin, je sais pas si tu as vu, mais quand il y a des animaux qui sont poursuivis, c'est la chasse, ça y a aucun doute. Et ça apparaissait clairement. Moi, qui dois peut-être aller chez l'ophtalmo, mais enfin, pour moi, c'était assez évident. Bon. Alors, tu as dit que c'était du bronze, mais tu n'as pas expliqué pourquoi le bronze. Voilà, parce que le cuivre, c'est pas assez solide, et on est à l'âge du bronze, donc le fer, on ne le connaît pas encore. Donc on peut dater ça, justement. L'âge du fer commence quand? Le fer, en fait, il est découvert, enfin, la fusion du fer date en fait de l'époque des Hittites. Donc ça remonte aux environs de 1300-1200 avant Jésus-Christ. Le fer avant, on ne connaît pas. Il y a les Celtes, etc. par la suite. Mais donc c'est les Hittites. Ici, on est en Mésopotamie. Hein? Alors le cuivre, tu sais très bien que si tu as des charnières en cuivre, elles vont casser tout de suite. On n'a pas encore le fer, donc c'est le bronze qui justifie, donc c'est du cuivre dans lequel on a mis de l'étain, tout simplement. Ça va, bon. Ensuite, tu as à deux moments, tu t'es mal exprimé, parce que tu as montré une sculpture murale en parlant d'un tableau. Il n'y a pas de tableau, hein, bon. Ensuite, quand tu as parlé de l'obélisque, hein, à un moment donné, tu as dit, vous voyez la partie centrale, et tu as dit une fresque. C'est quoi une fresque? Donc c'est pas possible non plus. Corrigé aussi là-dessus. Non, tu n'as pas dit. Si, Qu'est-ce que tu as dit? Ah non, tu as dit une fresque. J'ai dit une fraise dans un premier temps, puis je me suis un petit peu corrigé. Et qu'est-ce que ça a dit? Moi j'ai rien entendu. Qu'est-ce que ça a dit alors? Je sais pas, ou pas, parce que c'est vrai que je me suis dit, je pense pas que c'est une fresque. Oui, tu as dit que tu t'es rendu compte que c'était pas juste, mais tu n'as pas utilisé d'autres mots. Ça, j'ai bien tendu l'oreille. Et c'est quoi une fresque? C'est une peinture hein, qui est apposée alors que le plâtre, l'enduit qui est derrière n'est pas encore sec. Ça vient du mot fresca en italien qui veut dire que le ciment ou le plâtre qui est derrière est encore frais. C'est de là que ça vient. Alors là, c'est une sculpture de nouveau. Hein. Voilà. Alors, quand tu as décrypté, enfin quand tu as évoqué plutôt les cunéiformes qui se trouvent en dessous des génies, hein, tu as dit à quoi servaient ces cunéiformes. Alors, tu as parlé de... Dis-le. Au niveau de la comptabilité, par exemple. Oui, et tu as parlé d'autre chose aussi, peut-être. Tout ce qui était les recensements de la population. Oui, d'accord. Mais il se fait qu'en l'occurrence ici, tu penses bien qu'il n'est pas question de recensement et de comptabilité en dessous des génies. Donc ce sont manifestement, bien que je ne sache pas lire le cunéiforme, ce sont manifestement des louanges à des dieux, sans aucun doute.
Hein, on ne voit pas pourquoi on mettrait de la comptabilité ou autre chose à cet endroit-là. Donc il faut dire que ça sert aussi à tous les récits mythologiques. C'est le cas par exemple du récit du déluge, de Gilgamesh et tout ça. Voilà, il fallait aussi dire cela. Ça va? Voilà. Alors je vais vous demander de vous approcher un petit peu. Alors comme on ne peut pas rentrer, ce que je vais vous demander c'est d'essayer d'identifier le style architectural de l'abbaye justement. Pourquoi? Justifier. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir de gothique? Des arcs-boutants. Des gargouilles. C'est quoi les arcs-boutants? Montre-moi sur... Une construction en arc servant à retenir la poussée d'un mur. Montre là, on en voit ici. Bah elle est là. Vas-y, montre là. On en voit là par Avec ton exemple. doigt, montre avec ton doigt. Bah ouais là. C'est les murs qui tiennent le mur en fait. Voilà, c'est les arcs qui tiennent le mur justement. Qu'est-ce qui tient justement les arcs? Les arcs-boutants dont tu viens de parler. Une culée d'arc-boutants. Voilà, c'est les piliers qu'on peut voir ici. On voit au sommet justement les pinacles. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? Une sorte de petite tête là. Ouais. Les gargouilles, ouais. L'atriforium. Des pinacles. Au niveau des fenêtres, regardez les voûtes. C'est quelle forme? Et c'est quoi en ogive? C'est quelle forme? C'est l'espèce de roquette. Ouais, d'un obus. C'est un arc, oui, c'est bien. Oui, vous avez bien raison, c'est un arc, c'est bien. Elle est pour ces jours. Alors, il faut savoir que l'abbaye a été fondée au XIe siècle c'est Guillaume le Conquérant qui l'a faite, mais elle a été détruite par après. Donc, c'est pour ça que maintenant, le style qu'on voit actuellement est du XIIIe siècle. Donc, le XIIIe siècle, c'est nous l'époque qui était sous-électrique. Donc, c'est de ça qu'elle a et ça s'est fait sous Henri III. Alors, justement, on l'appelle l'abbaye de Westminster, mais qu'est-ce que ça veut dire Westminster? Westminster. À l'ouest. J'ai entendu. À l'ouest. Ouais, en fait, ça veut dire l'abbaye de l'Ouest, voilà, l'abbaye de l'Ouest. Et à l'ouest de quoi? À l'ouest de la City donc, de Londres qu'on a maintenant. Alors évidemment, c'est plus une abbaye. Maintenant, son vrai nom normalement, c'est la collégiale Saint-Pierre de Westminster. Alors, elle est très importante. Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. Quelqu'un sait ce que ça veut dire l'UNESCO? Non, mais le carnaval de Nashville. Donc, elle est classée là depuis 1987. Personne ne sait? En fait, c'est le comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Voilà. Ça, vous le savez, vous savez tous maintenant ce que ça veut dire. Alors, il y a aussi des annexes par après. Hein. Elle date du XIIIe siècle, d'accord, mais il y a eu des annexes comme les deux tours qu'on voit à l'entrée qui datent du début du XVIIIe siècle. Alors, elle est importante pourquoi? Parce qu'il y a tous les monarques en fait, sauf deux, il y a Édouard V et Édouard VII qui ont été couronnés ici. Et la plupart sont inhumés aussi ici avec leurs conjoints. Alors comme on ne peut pas rentrer à l'intérieur, il faut savoir aussi qu'il y a différentes parties à l'intérieur. Il y a la partie qu'on appelle le coin des poètes. Donc on peut trouver par exemple des plaques commémoratives, par exemple pour, je sais pas moi, William Shakespeare, etc. On a aussi la chapelle Édouard le Confesseur. Donc là en fait on se trouve d'ailleurs actuellement la chaise qu'on appelle la chaise de couronnement, où justement on fait le couronnement des rois. Donc pour l'instant elle ne se trouve pas dans le cœur de l'église, mais si un jour il y a, je sais pas moi, le prince Charles qui va se faire couronner, on va remettre justement cette chaise en plein milieu du cœur. Donc actuellement elle est dans la chapelle Édouard le Confesseur. Il y a aussi la chapelle Henri VII qu'on appelait avant la Lady Chapelle. Donc il y a le coin des poètes comme je viens de le dire, il y a le coin des hommes d'État, on peut voir aussi des plaques commémoratives pour Churchill ou Clément Attlee, etc. Et il y a aussi le coin des hommes de science, donc par exemple il y a aussi des plaques commémoratives pour Isaac Newton et Darwin. Il y a aussi la crypte de Saint-Pierre, donc là c'est où se trouve le musée actuellement, donc c'est dans une partie où, l'une des plus anciennes parties de l'abbaye qui date du XIe siècle. Et il y a également la salle capitulaire qui se trouve à quelques mètres au sud de l'église. Alors évidemment comme on est devant un monument religieux, justement l'Angleterre elle est sous quelle religion? Anglicane. Anglicane, c'est une forme mélangée entre la religion protestante et catholique. Alors quelqu'un sait justement depuis quand elle est justement sous cette religion? Depuis quel événement? Henri VIII. Qu'est-ce qu'il a fait Henri VIII? Il a voulu annuler son mariage. Pourquoi il a voulu annuler son mariage? Parce qu'il n'avait pas d'héritier masculin. Voilà, donc il avait juste eu droit à une héritière féminine qui s'appelait comment? Ah oui, c'est juste il Elle s'appelait Marie Tudor et il voulait divorcer, il voulait annuler le mariage avec qui? Comment elle s'appelait sa femme à cette époque-là? Tudor. La famille Tudor, je suis d'accord.
Elle s'appelait Catherine d'Aragon, donc il voulait annuler justement son mariage parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'héritier, mais le pape de Rome n'a pas voulu. Donc là il y a eu justement une rupture avec, avec les papes de Rome. Mais bon, il faut savoir aussi que lui, tout ce qu'il contestait, c'était l'autorité du pape. Donc c'était pas l'anglicanisme qu'on a actuellement, ça a évolué au fur et à mesure des siècles. Donc tout ce qu'il contestait à l'époque, la seule différence qu'il y avait avec le catholicisme, c'était qu'il contestait l'autorité du pape. Alors il faut savoir aussi que ses enfants, donc il va avoir quand même un fils de sa troisième femme, je pense, qui va mourir aussi en couche, Édouard VI, qui va lui succéder et qui va justement faire évoluer la réforme anglicane. Voilà. Il va avoir justement aussi à cette époque, on va avoir deux Bibles, une Bible qui sera en latin et une Bible qui sera en anglais. Alors son fils, donc Édouard VI, il va par exemple supprimer la messe privée et il va faire, la Bible va devenir plus importante que les sacrements par exemple. Puis ensuite il va avoir sa fille Marie Tudor qui va succéder à son frère. Mais sa mère était très catholique, donc elle va rétablir le catholicisme, donc on abolit un peu l'anglicanisme. Puis ensuite sa sœur, Élisabeth Ier, qui va lui succéder également, qui elle va justement rétablir l'anglicanisme. Et c'est là qu'on va vraiment dire que l'anglicanisme est né. Donc ça a évolué au fur et à mesure des siècles. Et c'est toujours d'actualité. Alors, un peu d'actualité, qui va bientôt se marier ici dans un mois. Et très bien. Voilà. Donc on peut aussi également se marier ici si on veut. Voilà. Ici nous sommes devant le Parlement. Mélanie vous a un peu expliqué le style architectural de l'abbaye. Donc ici on est devant un style comment? D'accord. Ici on appellera ça le néo-gothique. Ce bâtiment a été construit en 1097, mais il a été ravagé de nombreuses fois par de nombreux incendies. Donc en fait, il a été reconstruit entièrement au 19e siècle, en style néo-gothique comme vous l'avez dit. Alors, les Anglais se sont beaucoup disputés pour savoir si on allait faire du néo-gothique ou du néo-classique. Parce que il n'y avait pas vraiment de style particulier à cette époque, donc ils se sont dit soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Ils ont choisi le néo-gothique parce qu'on est dans une époque très nationaliste. Le néo-gothique correspond plus aux Anglais que le classique qu'ils considéraient comme un art français. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait essentiellement du gothique pour ce bâtiment. Alors, de 1097, il ne reste que le hall de ce bâtiment. Je ne sais pas vous dire particulièrement où il est. Donc, il ne reste qu'une seule partie qui date de 1097. Alors, c'est Charles Berry qui va se charger de la reconstruction. Alors, comme on est au niveau du Parlement ici, la politique, c'est quoi? La politique, si c'est le Parlement. On vient de voir la reine, on vient de voir un Parlement. Démocratie. Oui. Monarchie. Monarchie, oui, mais c'est une monarchie limitée par quoi? Par un Parlement, d'accord. Alors il faut savoir que la politique, elle a beaucoup évolué en Angleterre. Alors c'était surtout à partir du fin 15e, début 16e, on va essentiellement faire de l'absolutisme. Pourquoi? À la suite des guerres de 100 ans et des guerres des Deux Roses, vous savez c'est quoi la guerre des Deux Roses? Dites. C'est deux familles, non? C'est ça, oui. D'accord. La famille des Lancastre et des York se bataille le pouvoir. Beaucoup meurent pendant cette guerre et donc c'est un roi, Henri VII, qui vient de la famille de Lancastre qui va se marier avec une femme de la famille de York, d'accord? Pour comme ça, associer les deux familles pour éviter qu'il y ait encore une nouvelle guerre. À cause des nombreuses pertes dans les deux familles, c'est le roi qui va récupérer la plupart des domaines. Donc tout va revenir au pouvoir central du roi. C'est pour ça que c'est comme ça que va recommencer l'absolutisme en Angleterre. Alors, après on va avoir Henri VIII qui va aussi proclamer donc l'acte de suprématie. Mélanie vous en a parlé. Qu'est-ce que c'est l'acte de suprématie? Avec Henri VIII et le pape de Rome. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'ai dit?
Vous venez voir quoi là? Le calvinisme? Anglicanisme, d'accord. Donc, quand il proclame l'anglicanisme, il va récupérer tous les biens des églises. Donc, il va aussi enrichir le pouvoir du roi. Alors, Élisabeth Ier, elle va continuer le même... je sais pas comment dire. La suite. Voilà, elle va faire dans la continuité de son père Henri VIII. Donc, elle va essayer de s'écarter du Parlement qui existait donc grâce à la Grande Charte de 1215. Et elle va essayer toujours de prendre ses décisions plus loin, éloignées par rapport au Parlement. Puis on a Jacques Ier, qui est le fils de Marie Stuart. Marie Stuart a été exécutée par Élisabeth Ier. Pourquoi? Parce que c'était la reine d'Écosse et c'était donc une opposante de la reine d'Angleterre qui est donc l'a exécutée. En l'exécutant, enfin son fils, quand Jacques Ier monte sur le trône, lui qui est l'héritier du trône d'Écosse et qui monte sur le trône d'Angleterre, permet de rallier ces deux territoires et de former ainsi les Royaumes-Unis. Alors, il a une vision très stricte de l'absolutisme. Par exemple, sa théorie c'est, avant qu'il y ait eu un État, il y avait des rois, d'où il suit que ce sont les rois qui ont fait les lois et non les lois qui ont fait les rois. Donc pour lui, les rois ont tout pouvoir qui est donné par Dieu. Donc c'est vraiment l'absolutisme. Dans quel pays aussi il y a l'absolutisme en France? Oui, avec qui surtout? Avec qui? Louis XIV, d'accord. Oh putain. Alors, en 1625, Charles Ier va succéder à son père Jacques Ier, mais il va faire énormément d'erreurs, par exemple ne convoquant pas le Parlement. En ne convoquant pas le Parlement. Alors le Parlement, fâché de tout ce qui se passe, va déposer la pétition des droits. Charles Ier va la signer, mais en 1629, il va dissoudre le Parlement pendant à peu près 11 années, jusqu'en 1640, où il va reconvoquer le Parlement parce que celui-ci, parce que le roi a besoin d'argent qu'il a beaucoup dépensé. Le Parlement, très en colère, va râler, va crier à la tyrannie. 3 semaines plus tard, le Parlement est redissolu. Alors, il va de nouveau le convoquer. Et là, guerre civile en 1642, avec la statue qu'on a vue tantôt de Olivier Cromwell, qui est le général des armées et qui va défaire le roi Charles Ier, qui va alors s'exiler. Alors Charles Ier donc va s'exiler en Écosse, son pays natal. Alors il y a 2 opposants, on appelle ça d'un côté les chevaliers. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une longue chevelure, et les têtes rondes, c'est la coupe à la Mireille Mathieu qui ont fait qu'on les a appelés comme ça. Les chevaliers étaient pour le roi, les têtes rondes étaient contre le roi. Ils se sont énormément battus. Olivier Cromwell était avec les têtes rondes et donc ils ont gagné contre le roi qui fut décapité en 1649. Alors, ce qui se passe avec Olivier Cromwell, c'est l'instauration d'une république en Angleterre. Donc on a eu l'absolutisme et après on passe à la république. Alors la république, c'est très spécial parce qu'ils sont vraiment poussés dans la théocratie. Donc eux, ils veulent surtout un régime gouverné par les saints. Donc c'est assez spécial. On appelle ça aussi une dictature politico-militaire religieuse parce qu'ils sont aussi appuyés sur l'armée. Alors le fils de Cromwell, Richard, va être confronté à de nombreuses oppositions. Et cela va sonner la fin de la République en 1660. Alors on fait appel à ce moment-là à Charles II, le fils de Charles Ier qui fut décapité par Cromwell, pour revenir au pouvoir en Angleterre. Seulement celui-ci, il veut promulguer un édit de tolérance pour tout ce qui est chrétien, protestant, etc. Et les parlementaires, ils sont vraiment contre ça. Donc ils lui font signer la bille du test. En fait,
elle empêche toutes les personnes qui veulent pratiquer une fonction publique, enfin toutes les personnes qui veulent pratiquer une fonction publique doivent être anglicans. Donc ça éloigne par exemple son frère qui était chrétien, d'accord? Enfin catholique. Alors il fait aussi signer, enfin le Parlement fait aussi signer l'habeas corpus en 1679. L'habeas corpus, vous savez c'est quoi ou pas? Ça n'a pas un rapport avec ça donne le droit à personne de pouvoir se défendre. Voilà, c'est le fait qu'on ne peut plus arrêter des gens de façon arbitraire, sans raison, et que chacun a le droit d'être filmé. Oh là là, a le droit de se défendre et de ne pas être exécuté avant d'être jugé. Bon. Alors, Jacques II va lui succéder et pendant ce temps-là, deux grands partis vont se former. Les Whigs qui sont contre le roi et les Tories qui sont pour le roi. Ces deux partis existent encore actuellement. Et ils sont dans la Chambre des communes. On va voir après que dans le Parlement est composé de deux chambres différentes. Alors, Jacques II va quand même promulguer l'édit de tolérance, ce qui va révolter les parlementaires qui vont faire appel à son gendre, qui est Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange, c'est dans quelle région? Les Pays-Bas. D'accord. On appelle ça les Provinces Unies et il va faire un coup d'État. Seulement, en fait, le coup d'État est fait pendant l'accouchement de la femme de Jacques II. Et donc celui-ci va prendre la fuite directement vers la France pour ne pas mettre en danger sa famille. Et donc on appelle ça la glorieuse révolution parce qu'il n'y a eu presque pas de perte humaine. Alors en 1689 aussi on va avoir la déclaration des droits. Là c'est vraiment le moment où le Parlement va limiter les pouvoirs du roi. Pourquoi on peut faire la déclaration des droits? Parce que Guillaume d'Orange s'en moque un petit peu de l'Angleterre, il préfère s'occuper des Provinces Unies. Donc il va dire ok, la gouvernance intérieure, moi je m'en occupe pas, donc il va signer la déclaration des droits. Alors les grands principes, c'est la responsabilité des ministres devant le Parlement, la monarchie parlementaire et l'alternance du pouvoir entre les différents partis. Donc comme j'ai dit, il y a deux partis, les Whigs et les Tories. Alors il y a aussi une nouvelle dynastie après qui arrive, les Hanovre, on les connaît, c'est lesquels maintenant? On appelle ça comment? La reine d'Angleterre, Elisabeth II, c'est les Windsor, d'accord. Les Windsor, ce sont toujours les Hanovre, mais ils ont changé de nom. Ils ont pris le nom d'abord de Hanovre, puis ils sont devenus les Saxe-Cobourg, comme qui? Comme le roi Albert, ok. Et après, ils sont devenus les Windsor. Alors, il faut savoir que les Hanovre, ce sont des gens ce sont des rois qui viennent de l'Allemagne. Donc, ils s'en moquent un peu aussi de l'Angleterre. Ils s'en moquent un peu aussi de l'Angleterre et donc c'est une chance pour le Parlement de se développer. Mais attention, ce n'est toujours pas une démocratie puisque c'est un suffrage qui est censitaire. Donc c'est par rapport à une somme qu'il faut payer. Il faut être assez riche pour pouvoir voter et élire. Alors, comme j'ai dit, il y a deux chambres au Parlement, la Chambre des Lords et la Chambre des communes. La Chambre des Lords est divisée encore en deux. Il y a les lords temporels et les lords spirituels. Donc les lords spirituels, c'est quoi? À votre avis? Les religieux, oui, les archevêques, les évêques. Et dans les lords temporels, on a les très hauts nobles qui, eux, sont élus c'est par hérédité chez eux. Donc il y en a qui sont là, enfin qui sont de génération en génération depuis 300 ans. Et on a aussi de grands personnages qui ont marqué l'histoire anglaise, par exemple Margaret Thatcher, c'est qui? Une ancienne première ministre. Ok. Mais alors, à la Chambre des Lords, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de parlementaires n'est pas fixe, puisqu'à la mort, par exemple, de Margaret Thatcher, ce n'est pas sa fille qui a pris sa place, d'accord? Donc le nombre est toujours variable. Par contre, à la Chambre des représentants, là, ce sont des gens qui sont élus. Il y a un élu par circonscription. Donc, le vote se fait en un tour. Pas comme en France où par exemple aux élections cantonales ici il y a eu 2 tours. En France, en Angleterre on ne fait ça qu'en un tour. Et c'est celui qui ramasse le plus de votes qui va dans la Chambre des communes. Voilà, c'est fini. Merci. Alors, commentaires, critiques. Des critiques pris dans le bon sens du terme, ça peut être positif, même s'il y a parfois des remarques négatives, entre guillemets, sur ce qui a été fait ce matin, d'une part par Mélanie et ensuite par Amandine. Alors je commence tout d'abord par Mélanie. Donc Mélanie nous a présenté tout à l'heure
L'abbaye de Westminster, mais vu de l'extérieur, on n'est pas rentré à l'intérieur, vous savez que ça coûtait très cher, je crois que c'était 8 € ou 9 € par personne, c'est très cher, donc on est resté à l'extérieur. Bon, le climat n'était pas excellent, donc elle a travaillé dans des conditions difficiles, ça mérite d'être dit quand même, parce que ça handicape un petit peu le propos. Alors, bon, tu avais plein d'informations, incontestablement, tu as dit plein de choses, donc tu étais bien informé. Mais tu as surestimé peut-être le niveau des étudiants en mentionnant toute une série de noms de personnages en t'assurant pas de leur connaissance de ces personnages. Tu as cité plein de noms, tu as cité des poètes, des hommes politiques, peut-être des membres de la famille royale aussi, enfin un certain nombre de personnages très importants, et pour toi tout paraissait évident. Donc la première chose que l'on fait quand on se trouve devant un public d'élèves ou d'étudiants, c'est de poser les questions, mais voilà, tu as cité Churchill, évidemment tout le monde connaît, mais ça vaut la peine de s'assurer, mais il y avait plein d'autres personnages que tu as cités. Tu peux en citer quelques-uns? Darwin, Isaac Newton. Eh bien voilà, tu as cité Isaac Newton et Darwin. Bon, ça fait partie de la culture générale, donc on peut supposer que les étudiants sont au courant. Mais je suis certain que si je posais la question dans l'assemblée, qui peut me dire qui était Darwin? Levez le doigt. Qui était Darwin? Alors j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Il se fait que vous êtes quand même 24. Donc ça veut dire que la moitié des étudiants, approximativement, ne savent pas vraiment qui c'est. Donc tu vois que ça valait la peine de poser la question. Il est évident que Newton, tout le monde a entendu parler de Newton à un moment donné ou à un autre. Donc il faut au moins, mais il fallait de nouveau s'assurer. Donc au moins, quel siècle, bon, surtout des Anglais, bien entendu, et au moins, qu'est-ce qu'ils ont fait en quelques mots? Parce que c'est un bon rappel quand même, de se rendre compte que tout ça, ce sont des Anglais et qu'on trouve des savants, et des savants dans quel domaine, quoi. Ça va? Même chose pour les artistes, même chose pour les hommes politiques. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors, pour le reste, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Tu as bien fait observer l'abbaye elle-même en essayant d'identifier, d'abord de faire observer par les élèves et d'identifier les caractéristiques du style gothique, en particulier les arcs-boutants, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, le style ogival également, donc ça s'est passé. Okay. Donc il y a une volonté de faire observer les élèves, donc de les mettre en situation de se poser des questions, où ils ne sont pas simplement là pour être bombardés par des masses d'informations, parce que tu connais ton petit péché mignon, c'est de parler vite. Alors quand tu parles vite et qu'il y a vraiment des masses d'informations différentes, je ne sais pas ce qu'ils peuvent en retenir à la fin. Donc ce serait peut-être bien d'imaginer, quand on a un exercice comme celui-là, peut-être à la fin d'une journée comme celle-ci, de donner un questionnaire pour voir si vraiment il en reste quelque chose. Ce questionnaire aurait pu être fait et distribué, par exemple, dans l'Eurostar qui nous conduit à Bruxelles, pour voir si, justement, ils sont bien capables de distinguer l'art gothique de l'art éventuellement néo-gothique, dont a parlé Amandine. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou c'est simplement une répétition? Des choses comme ça. Ok? Donc, ce qui est positif, c'est l'observation, c'est de mettre les élèves en situation de se poser des questions et d'exercer des compétences. Le côté négatif, c'est que tu les bombardes d'informations sans vérifier s'ils les connaissent. Pour synthétiser. Je passe à Amandine. Alors, Amandine, jusqu'à présent, aujourd'hui, je trouve que c'est celle qui possédait peut-être le mieux son sujet en termes de connaissances. Donc, c'est peut-être celle qui a peut-être le plus approfondi, je dirais, en termes de quantité d'informations. Elle avait beaucoup d'informations à gérer. Mais je crois que ces informations étaient quand même, tu les connais, donc ça c'est à ton actif. Mais il y en avait peut-être un peu trop, et je crois qu'il faut constamment faire un lien entre des situations passées et le présent. C'est-à-dire que tu expliques pratiquement tout ce qui s'est passé au XVIe, au XVIIe siècle, hein, dans le détail, voilà. Mais il y a tellement d'informations que peut-être les élèves, je ne suis pas tout à fait convaincu, qu'ils voient en quoi ça peut être utile pour comprendre notre monde d'aujourd'hui, pour comprendre la situation de l'Angleterre aujourd'hui, et tu ne fais peut-être pas vraiment la comparaison avec notre système à nous en Belgique. Donc ça vaut peut-être la peine de dire, mais quelle est la différence finalement entre la Chambre des Lords et le Sénat?
tu as dit effectivement quels sont les différents corps qui composent la chambre des lords. On a bien entendu les lords temporels, les lords spirituels, etc. Mais finalement, quelle est la fonction de la chambre des lords? Et quelle est la fonction du Sénat en Belgique? Est-ce que c'est la même chose? La chambre des communes en Angleterre, au Royaume-Uni, et la chambre des représentants en Belgique, est-ce qu'elles ont tout à fait la même fonction? Voilà, ça vaut peut-être la peine. Ça aurait peut-être mérité quand même un petit détour, parce qu'en Belgique, nous connaissons le système avec des régions et des communautés, mais en Angleterre, il faut savoir qu'il y a quand même des parlements qui sont autonomes depuis maintenant une bonne dizaine d'années ou une quinzaine d'années, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Et donc, il y a en fait 4 premiers ministres. On parle du premier ministre d'Irlande du Nord, du premier ministre, voilà. Et ça vaut peut-être la peine de mettre tout ça en évidence pour comparer avec notre système. Donc, je dirais question érudition, d'accord, mais manque de perspective dans, comment dirais-je, dans un ensemble qui permet aux étudiants de comparer avec notre système à nous. Donc, toujours, quand on parle de la démocratie à Athènes ou à une autre époque, c'est toujours qu'est-ce qu'il y a de semblable et qu'est-ce qu'il y a de différent avec notre démocratie. Parce que sous un même mot, par exemple, système parlementaire ou monarchie parlementaire, il peut y avoir des réalités différentes sous-jacentes. Donc, tu as beaucoup travaillé, donc là, c'est très bien au niveau de la connaissance, mais au niveau de la mise en perspective, là, je trouve qu'il y a, comment dirais-je, comme un petit défaut. Et alors, il y a des lapsus que moi-même j'en fais dans mes leçons. Tu as dit 1789 au lieu de 1689. Bon, mais ça, c'est des petits détails. Entendu. Et alors, il y a le fameux lapsus avec le film. Tu voulais dire le droit d'être jugé et tu as dit filmé. Mais ça, je crois que tout le monde a réparé. À quoi on a plutôt bien compris ce que tu voulais dire. Et on a bien compris que c'était un lapsus. Voilà. Entrée de galerie, dans la salle 5, on vous présente des tableaux de Pablo Picasso et d'un autre peintre qui s'appelle Bacon. Bacon s'est inspiré de Picasso et puis a fini par suivre son propre chemin, mais je vous demande, qu'est-ce que vous remarquez de particulier dans ce type de peinture? Formes géométriques. Alors, vous voyez effectivement des formes géométriques. Qu'est-ce qu'on représente comme type de figure? Un cercle, ligne droite. Des gens, donc effectivement, on représente des figures humaines. Ok. Donc, on représente des figures humaines, mais comme vous le voyez, vous m'avez dit qu'il y avait des figures dedans. Ça donne quoi comme apparence au dessin? Abstrait, déformé surtout. Si vous prenez une peinture comme celle-là ou comme celle-là, vous voyez particulièrement que les formes sont très tirées, très accentuées. Donc on déforme vraiment. Donc ça c'est un tableau de Pablo Picasso. Est-ce que vous savez de quel siècle date Pablo Picasso? Il date du XXe siècle. Ce qui fait que, en fait, il a eu, pour le XXe siècle, c'est un des peintres les plus connus, si pas le plus connu du XXe siècle, celui qui l'a le plus marqué. Maintenant, Pablo Picasso a eu aussi sa période après la guerre civile en Espagne, puisqu'il vivait principalement en Espagne. Après la guerre civile en Espagne, il a fait un certain nombre de tableaux qui traitaient de la guerre et des horreurs qu'il y avait vues, mais en continuant d'utiliser cette technique de peinture qui lui était propre, surtout à l'époque. Un peu comme Dali. Alors, je ne me souviens plus du titre, Guernica. Donc ça c'était pour le titre du tableau qu'il avait fait pour parler de la guerre, Guernica. Donc Guernica. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est un précurseur dans son domaine, mais on a exposé dans cette salle-ci avec Bacon, principalement parce qu'à un moment, leurs chemins se sont suivis. Bacon s'est fortement inspiré de Pablo Picasso. Si vous regardez derrière vous, vous pouvez voir un certain nombre
de peintures qui ne sont pas de Picasso, mais qui sont aussi des formes humaines, déformées, accentuées, retravaillées. La couleur étant différente, mais l'idée des formes et des représentations physiques étant la même. Voilà, j'ai fini. Monsieur Dufay, c'est la salle 7 ou voilà, ici c'est la salle 6. Alors, pour cette partie-ci, je vais vous parler de Claude Monet. Claude Monet est un peintre qui a vécu entre le 18e et le 19e siècle. Alors, c'est un peintre français qui a été le précurseur du mouvement impressionniste. Alors, tout au long de sa vie, en fait, Claude Monet a développé un art assez précoce pour la peinture. Il était un élève gentil, mais pas très assidu au niveau des cours théoriques tels qu'on les donnait dans les écoles. À un moment, quand il avait 5 ans, sa mère est morte. Donc, il habitait Paris et à ses 5 ans, quand sa mère est morte, il a été recueilli par sa tante et il a été vivre avec sa famille au Havre. Havre, c'est une ville en France où il a eu l'occasion de commencer à peindre et à vendre ses premières toiles. Il vendait tout d'abord ses premières toiles à la personne chez qui il achetait son matériel de peinture. Et c'est là qu'il a fait la rencontre d'Auchard. Alors c'était Jacques-François Auchard, c'était son maître. Plus tard, Monet dira que c'est grâce à lui qu'il est devenu peintre. Alors, il a vendu un certain nombre de ses premières toiles au Havre, mais il a été, par après, en 1861-1862, il a été obligé d'être engagé dans l'armée et il a servi en Algérie. À la suite de quoi, sa tante s'est arrangée pour qu'il puisse être rapatrié et arrêter d'être à l'armée. Mais à la condition qu'il accepte de reprendre des études d'art à l'université. Il accepte, mais il n'est pas très emballé par les cours théoriques tels qu'ils sont donnés à l'époque et préfère suivre ses contemporains. Alors, Claude Monet, par la suite, continuera à avoir de bonnes relations avec les peintres et les artistes de son temps, à vendre un certain nombre de toiles, mais il faut savoir que son tout premier modèle est devenu sa femme par la suite. 12 ans après leur mariage, sa femme décède et il rachète un jardin, il rachète un petit bout de terre à Giverny et c'est là qu'il y a son fameux jardin avec un pont chinois. Alors, ce jardin s'appelle il a fait plusieurs toiles dessus, il s'appelle les Nymphéas. Alors, il a peint plusieurs fois ce jardin dans des tons et des couleurs différentes, mais c'est aussi grâce à ce jardin qu'on sait qu'il a commencé à avoir une cataracte aux 2 yeux. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure, les teintes commençaient à se mélanger comme ici et à se brouiller de plus en plus. Donc il peignait toujours le même tableau, mais on voyait que les formes se déformaient. Donc il peignait ce qu'il voyait. C'est comme ça qu'on sait qu'il a eu un problème de cataracte. Il s'est aussi fait opérer d'un des 2 yeux, mais comme l'opération n'a pas eu le meilleur effet, il a décidé de ne pas se faire opérer de l'autre œil et il a continué de peindre, mais de plus en plus brouillé. Donc lui, il essayait de faire, de représenter aussi ses impressions. Donc c'est pour ça le mouvement impressionniste. C'est aussi pour ça qu'il mettait les teintes telles qu'il les voyait et qu'on pouvait reconnaître des saisons, par exemple.
Alors, Claude Monet n'a pas vraiment de descendance parce qu'en fait, il avait 2 enfants avec sa première femme qui est morte 12 ans après, qui n'ont eux pas de descendance. Et par la suite, il a décidé d'épouser la maîtresse qu'il a eue à Givenchy. Et le 6e enfant de cette dame se revendique comme étant le fils de Claude Monet, mais on n'a pas de preuve que c'est bien le cas. Donc Claude Monet n'a pas vraiment d'héritier. Alors il meurt à l'âge de 86 ans en 1926. Donc c'est un peintre qui a vécu très très vieux, qui a exposé ses toiles et qui a fait des expositions partout en Europe petit à petit. Et je vous ai fait une photocopie de sa signature, pour si vous la voyez. Ça s'écrit bien avec un T, Claude Monet, même si le trait fait penser à un D. Ça, c'est la signature de Claude Monet. Voilà, en vous remerciant de votre attention pour mes présentations. S'il vous plaît. Donc ici, on est dans la salle de Gérard Richter. Donc c'est un peintre, mais en même temps photographe. Donc en fait... Donc, il est allemand, il a été professeur à l'école de Düsseldorf principalement, et en fait donc ici donc ce sont des peintures à l'huile qu'il peint à base de ses propres clichés qu'il prend étant vu qu'il est photographe, et en même temps donc de clichés amateurs et ainsi de suite. Alors bien sûr donc c'est vrai que c'est un petit peu spécial, c'est de l'art abstrait. D'ailleurs cette toile s'appelle la toile abstraite. Personnellement, je ne serais pas apte à vous déchiffrer exactement ce qu'il a voulu vous montrer, mais donc, de ce que je sais, c'est principalement donc, des paysages, la nature, des scènes intimes qui en fait essayent de reproduire en abstrait. Et c'est très abstrait, oui. Mais la ligne était horrible. Oui, non, le bilan a été annulé et on fait un petit bilan de géo. Mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Comment? Oui? Tu les as entendu qu'ils partaient? Comment? Peut-être qu'on va faire ça d'autres, nous on n'aura jamais le temps. Oui, mais c'est parce que j'aurais voulu qu'ils participent au bilan. Parce que c'est maintenant c'est le bilan de la journée. Ou alors on est obligé de faire le bilan de la journée à la gare. Alors ici, alors je ne parle que de deux. Entre les deux, parce que c'est l'Italie. On fera le bilan à un autre moment. Bon, maintenant, alors, je parle de deux, on fera le bilan collectif parce que tout le monde devra donner son avis sur la journée. Je fais le commentaire des prestations d'une part de Guillaume et ensuite de Sébastien. Alors, Guillaume nous a présenté en fait deux peintres. Il s'agit de Pablo Picasso et d'autre part de Claude Monet. Car en fait, Francis Bacon n'a pas été abordé véritablement en tant que tel, hein, même si c'était dans l'affiche d'annonce. Alors, en ce qui concerne Picasso, tout d'abord, bon, il y a eu un petit péché quand même, tu as remarqué, c'est qu'effectivement, entre l'annonce de ton propos et la réalité de ce qu'on voit, il y a quand même une distorsion. Il n'y a pas d'adéquation, c'est-à-dire que tu dis que c'est une salle où il y a à la fois du Picasso et en même temps des gens qui se sont inspirés, qui ont été influencés par Picasso, entre autres Bacon, et ce n'est pas tout à fait le cas. Donc manifestement, d'après les renseignements que tu as pu avoir, je suppose, sur Internet ou ailleurs, il y a manifestement une évolution entre le moment, et ça je vous le dis à tous, c'est qu'entre le moment où vous prenez, vous prenez des informations sur Internet, c'est sur Internet que tu les as prises. C'est sur le site du musée. Voilà. Et il faut bien voir la date. Alors parfois ces informations ne sont pas à jour, il faut en tenir compte. Donc il faut avoir quand même un certain sens de l'improvisation lorsque vous vous retrouvez avec des élèves de l'enseignement secondaire. Ça peut toujours se passer qu'il y ait justement une salle qui est en travaux, une salle qui est fermée,
Et ce n'était pas annoncé sur le site. Mais là, il faut évidemment pouvoir être armé pour pouvoir répondre de manière adéquate à la situation. C'est pour ça que j'ai parlé de Pablo Picasso, mais malheureusement, son confrère Bacon a été transposé sûrement dans une autre salle que je n'ai pas Oui, mais ça, on a bien compris. Hein. Alors, d'autre part, quand tu parles de Picasso, tu as posé effectivement des questions aux élèves, aux étudiants qui étaient présents, pour dire quelle était la caractéristique majeure, c'est-à-dire que les figures, car il s'agit bien d'art figuratif et non pas d'art abstrait, et là je crois que tu as quand même essayé de, comment dirais-je, de montrer le trait. de bien montrer qu'il ne s'agissait pas d'art abstrait, mais d'art figuratif, et tu as dit qu'en fait c'était donc des personnages ou des visages, des corps qui étaient déformés, c'est le mot que tu as utilisé, donc on est bien d'accord. Hein. Ça c'était pour le tableau que nous avons pu voir tous, hein, que nous avions devant les yeux. Mais tu n'as pas évoqué le fait que Picasso a quand même eu des périodes très très différentes dans sa vie. J'ai évoqué Guernica, mais pas d'autres périodes que Guernica. Oui, mais Guernica, tu sais de quand ça date? Ça date de l'entre-deux-guerres. Oui, et plus précisément de 1936. Oui, 1937. 1937, hein, oui. Donc, c'est la guerre avec, c'est la guerre civile d'Espagne avec Franco. Oui, entre les républicains d'une part et les fascistes. D'accord. Mais Picasso, il se met à peindre beaucoup plus tôt. Il peint déjà avant la Première Guerre mondiale. Oui, donc en fait, il y a eu plusieurs périodes. Et ça méritait. Tu aurais pu au moins, sinon citer toutes les périodes, la période bleue, la période rose, au moins citer quand même la phase cubiste de Picasso, où là, effectivement, c'est de l'art figuratif, mais qui est tellement réduit à quelque chose, à sa quintessence, que finalement, c'est pratiquement de l'art abstrait, c'est-à-dire que les personnages apparaissent sous forme pratiquement géométrique, à tel point que le corps peut être une sphère, un visage peut être un cube, par exemple, ou une pyramide. Oui, autrement dit, on est vraiment à un moment très très important de la naissance de l'art moderne où on passe de l'art figuratif à l'art abstrait. Et donc, Picasso est tellement important parce que justement, il est la charnière entre les deux. Et ça méritait d'être dit. Bon, alors, Bacon, on en a parlé, c'est dommage qu'on n'a pas pu traiter du sujet. Alors, d'autre part, pour Monet. Pour Monet, là, c'était le contraire. Je voulais montrer qu'il n'y avait pas tant de traits, mais qu'il y avait surtout des mélanges. Oui, c'était de l'impressionnisme, c'était des impressions et du... Ce qui est peut-être un peu dommage, et tu vas encore m'expliquer qu'il y a des raisons, je dirais, presque logistiques qui sont liées à la disposition des salles dans le musée, mais il aurait été plus logique de commencer par Monet qui est antérieur à Picasso. Parce que Picasso, il est mort il y a 30 ou 40 ans, enfin au début des années 70, si mes souvenirs sont bons, tandis que Monet, c'est franchement le dernier tiers du 19e siècle et le début du 20e siècle, mais vraiment le tout début, c'est surtout le dernier tiers du 19e siècle. Donc logiquement, tu aurais dû parler d'abord de l'impressionnisme et montrer en quoi l'impressionnisme était une véritable révolution intellectuelle dans le domaine de l'art, où les artistes, comment dirais-je, essayent de restituer le réel à partir de la perception que l'être humain en a, mais en tenant compte des découvertes de la science physique de son époque. Oui. Et c'est ce qui explique que dans l'art impressionniste, tu as soit des petits points, soit des petites taches, mais de couleur pure, il n'y a pas de mélange. Et ça méritait d'être dit. Hein? Alors tu as évoqué justement le problème visuel qui est tellement important dans la mesure où il a la cataracte aux deux yeux. Il peignait ce qu'il voyait et effectivement... Voilà. Donc le problème... Les dernières années, il avait la cataracte. Le problème, c'est vraiment l'importance des yeux, de l'organe, de l'instrument qui va restituer le réel. Et donc il ne s'agit pas de représenter les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles sont vues, ce qui n'est pas la même chose dans l'impressionnisme. Voilà. Alors tu as fait un petit lapsus, mais enfin c'était pas grave.
Hein, tu as dit d'abord Giverny et puis c'est devenu Givenchy, hein, comme si on faisait dans les parfums, je ne sais pas très bien quoi. Mais c'est pas grave, c'est un lapsus qui est pardonnable, j'en fais aussi de temps en temps. D'accord? Donc, ce que je reprocherais peut-être dans cette exposition de Monet, c'est que tu as beaucoup insisté sur la biographie du personnage et que tu n'as pas été suffisamment vers l'art impressionniste d'une manière générale. Donc de nouveau, c'est une remarque que j'ai déjà pu faire pour d'autres aujourd'hui. C'est qu'il faut toujours essayer de partir du particulier pour essayer de montrer comment le peintre est révélateur de l'art de son époque, d'un courant ou d'un phénomène de société. Et tu t'es peut-être trop limité dans la biographie de Monet sans aller vers vraiment le courant artistique qu'il représente. C'est ce que je te reprocherais. D'être peut-être trop... Tu t'es peut-être trop enfermé dans la biographie de Monet lui-même. Or, tu as bien compris, un artiste est là pour nous faire connaître son époque. Tu es prof d'histoire, plus que prof d'histoire de l'art. Hein. Oui, bien sûr. Ça va, il ne faut jamais oublier ça. Voilà, j'ai dit. On va vous demander ici de faire un bilan, alors je dis bien, à 3 niveaux, sur le plan de l'organisation, y compris financière. Tout ce qui est logistique, les trains, l'organisation, les personnes qu'on a perdues en cours de route, tout ça, premier élément. 2, l'aspect préparation intellectuelle. Et 3, l'aspect purement pédagogique. Alors je vais vous demander, vous intervenez dans l'ordre où vous voulez, je ne vais pas vous interroger particulièrement l'un ou l'autre, vous essayez de réfléchir. Alors d'abord l'aspect purement organisation pratique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les trains, les finances, l'organisation de la journée. Est-ce que finalement on a suivi le timing qui était prévu? Oui, non. Est-ce qu'il y avait trop de matière, trop peu? Est-ce qu'on a bien géré le temps de la journée? Donc c'est la première chose que je vous demande. Vous allez expliquer ça, puis on va passer au deuxième point, puis au troisième, et puis je demanderai à tous vos condisciples de première comment ils ont vécu la chose et dans quelle mesure ce qui s'est passé aujourd'hui va leur servir pour l'an prochain. Je vous commence. Donc, qui prend la parole d'abord sur l'aspect organisation de la journée? Moi, je veux bien. Tout est concerné directement. Surtout que je suis concerné par le directement. phénomène. Donc, à la base, la préparation faite en classe sur le papier était bien montée. On avait entre autres pensé à l'économique. On avait pensé à un itinéraire. On avait pensé à travailler un certain nombre de salles et à se répartir le travail. Les deux problèmes principaux que nous avons eus ici, c'est l'absence de participants et un problème de locomotion avec l'Eurostar. Donc toujours bien vérifier vos billets, toujours faire attention à certaines consignes, comme celle qui consiste à venir une demi-heure avant l'embarquement si vous prenez l'Eurostar. Voilà, bah oui, je suis directement concerné, mais c'était indépendant de ma volonté, croyez-le bien. Maintenant, qui veut prendre la parole pour les aspects théoriques ou peut-être économiques? encore les aspects organisationnels, puisqu'il y a eu quand même des absents qui devaient présenter aujourd'hui. Et voilà, est-ce que vous avez pu pallier ce problème ou voilà, comment vous avez pu gérer ce phénomène? Alors déjà, au niveau d'argent, ça allait parce que c'est Monsieur Durand qui s'en est occupé, on a versé le compte et après, juste au niveau peut-être de l'argent de poche qu'on a distribué. 4 livres, c'est vraiment pas facile si on doit donner à chacun, c'était vraiment difficile. Et alors, niveau itinéraire, Guillaume dit que c'était fait à l'avance, c'était pas fait à l'avance, c'était Antoine qui devait le faire. Il n'est pas là aujourd'hui. Il avait pas fait? Non, c'est moi qui l'ai fait hier soir en vitesse parce qu'on a appris qu'hier que ce n'était pas fait. Voilà. Donc pour ça, c'était légèrement embêtant. Alors les absents, on a fait ça, on n'a pas présenté tout ce qu'on voulait présenter. Mais bon, donc voilà. On a eu des arrêts un petit peu Il n'avait rien fait. en dernière minute aussi. Ah, il y a eu un peu de dernière minute. On était bien obligés. La bien obligé, c'est qu'il Il y a eu un peu beaucoup de dernière minute d'ailleurs. Donc on peut dire tous merci à Amandine parce que sinon ça va être le bordel. Sinon, on reste à la gare. On aurait aidé dans Pas beaucoup, on aurait fait du shopping. Alors, on passe au deuxième aspect, la préparation maintenant intellectuelle. Donc, préparation intellectuelle. ben oui, parce qu'il fallait quand même C'est bien qu'ils vont. avoir du contenu. Oui, comme le travail était divisé, donc chacun a travaillé de son côté. Eh ben, explique. Est-ce que ça a été quand même bien coordonné tout ça? Oui, ça a été coordonné.
Vos sources d'information, c'est quoi? C'est Internet? C'est quel type de livre? Dites-nous un petit peu tout ça. Oui, Bien, on commence, on nous voit pour le... Moi, pour le British Museum, j'ai été sur le site du British Museum, je me suis renseigné sur Internet, et pour tout ce qui était archéologique, je me suis renseigné dans les livres, soit à la bibliothèque, soit chez moi. Oui, alors on passe à sa voisine. Moi, un peu tout aussi, un peu comme lui. Il y a plein de sites internet qui parlent justement de l'abbaye de Westminster, donc j'ai été directement dessus, il y avait plein d'informations. Oui. Moi, c'est les livres et Internet. Et ce que vous nous aviez dit en classe, plus aussi la bus. Oui. Alors moi, pour la partie du British Museum que je n'ai pas pu vous présenter, que Monsieur Dufay a présenté à ma place, c'était certains livres d'antiquité que j'avais chez moi, des recherches Internet autres et le site du British Museum pour savoir devant quel statut j'allais me retrouver pour pouvoir vous parler des dieux qui étaient représentés sur le fronton du Parthénon, entre autres. Et puis après ça, pour la modernité de galerie, je me suis assez fort fié sur leur site internet pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme tableau et dans quelle salle. Puis pour le reste, j'ai fait des recherches en bibliothèque et sur internet, des biographies et des différents tableaux et des mouvements qu'on pouvait trouver en critique d'art pour ce qu'il y avait des tableaux de Monet. Alors, il y a deux parties. Il y a d'une part la partie Mésopotamie et l'art moderne. Alors dans un premier temps, donc, pour tout ce qui était la partie british, donc sur la Mésopotamie, bon, c'est surtout je veux dire, donc, le site internet même du British. Ensuite les informations sur internet. Et bon, le reste, je veux dire, dans les bouquins, j'ai pas trouvé grand chose, donc je me suis un petit peu limité à ce que j'ai trouvé sur internet. Maintenant, pour ce qui est de la partie ici à la tête galerie, on va dire qu'à la base je me suis un petit peu trompé de tête galerie, donc j'ai eu ce petit problème là. J'étais parti sur l'ancienne tête galerie, donc j'ai dû faire un changement de dernière minute qui n'a pas été terrible, je veux dire ce qu'il y a. Et voilà. Entendu. Maintenant, globalement, sur le plan pédagogique, c'était le troisième point que je voulais pouvoir évoquer, donc la relation avec les élèves de première, interaction, pas d'interaction, est-ce que vous souhaitiez que ça se passe autrement? Oui, d'accord, mais enfin il s'est quand même passé quelque chose. Oui, donc niveau méthodologique, pas négatif. Oui, non, pas très négatif, mais je crois qu'il y a eu quand même une bonne interaction. Les premières étaient... À quel moment? Déjà dans le British Museum, j'ai pas pu voir avec Sébastien. Plus haut. De mon côté, je crois que les élèves ont été attentifs, qu'il y a eu une interaction, il y a eu du dialogue. À quel moment, par exemple, pour notamment la pierre de de Rosette, j'ai eu beaucoup de questions et beaucoup de réponses aussi. De bonnes réponses à mes questions. Donc il y avait quand même un échange. Et ils ont observé assez longuement, parce que je leur ai laissé quand même un peu de temps par après pour observer de leur côté. Comme ça, ils pouvaient mieux se rendre compte que c'est pas toujours facile avec le monde qu'il y a autour. Alors, pour vous deux, pour le groupe Parlement et Abbaye de Westminster. On a quand même essayé de faire observer les élèves et je pense qu'ils ont quand même bien fait ça aussi, donc ils ont bien répondu aussi, donc il y a aussi une bonne participation de leur part aussi. Oui. Est-ce qu'à refaire, vous pensez quelles seraient les améliorations qui pourraient être apportées si vous deviez refaire exactement la même excursion avec les mêmes élèves? Si je devais refaire la même excursion avec les mêmes élèves, je m'arrangerais peut-être pour faire ça à un autre moment, entre autres un autre moment pendant l'année, déjà pour que le temps soit plus favorable, parce qu'en règle générale on a plus eu des problèmes lors de nos déplacements à pied, on a eu plus de problèmes avec le temps qu'avec le contact avec les élèves et les interactions qu'il y a eu avec eux, que ce soit lors des activités de présentation ou en dehors. Moi, principalement, ce que je dirais, c'est faire un peu plus attention à la météo. Il faut se dire que la météo, comme en Belgique, est imprévisible. Nous ne sommes pas ni dans un pays tropical ou équatorial où c'est relativement prévisible, nous ne sommes pas au pôle Nord non plus. Nous sommes donc dans des régions maritimes tempérées, comme vous savez, donc il peut pleuvoir n'importe quel jour, il pleut au moins 6 mois par an. Donc on serait parti au mois de mai ou au mois d'octobre
Ou au mois de Mais décembre, la pluie, elle pouvait être là aussi. Je l'aurais mis aussi à un autre moment pendant l'année, et ça je crois que les élèves de première vont avoir entre guillemets une chance par rapport à nous, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir présenter en novembre, tandis que nous on a eu après nos présentations les examens, nos stages, et hier on a eu l'occasion de revoir nos fiches ou cette semaine avant de venir présenter, et c'est ça les problèmes de changement que moi j'ai eu, ou les problèmes que vous avez pu rencontrer de dernière minute, c'est que on a été pris de court par le temps et par d'autres activités en fait. Oui, mais vous avez eu 4 mois que le temps dont eux disposeront. Donc on peut dire que... Ça, et puis on a eu un AFP avant les stages, avant les stages, donc voilà, c'était fait pour ça aussi. Ben, toute médaille a son revers, donc quelque part, je ne sais pas si c'est mieux de le présenter à chaud ou à froid. Moi, je vous donnais les inconvénients de le présenter à froid, 3 mois après avoir préparé, quoi. Alors, maintenant, je vais peut-être demander aux élèves de première, c'est-à-dire le public qui a participé à cette excursion, dans quelle mesure ça leur a apporté quelque chose, tout d'abord, sur le plan personnel, et ensuite ce qu'ils pourront en retirer comme expérience pour préparer l'excursion d'Amsterdam l'an prochain. Alors vous êtes libre de parler dans l'ordre où vous voulez, ici. Alors, il y a d'abord Sam qui veut s'exprimer. L'année passée, on avait organisé l'excursion à Mons et vous nous avez conseillé de toujours faire dessiner aux élèves ce qu'on voyait quand c'était une frise ou quoi. Donc je me dis que pour Amsterdam, je ferais peut-être bien ça. Aujourd'hui, au British Museum, on aurait pu faire cet exercice-là. On aurait pu faire cet exercice-là. Sinon, j'ai trouvé que c'était globalement une très bonne journée. Moi, j'avais déjà vu Londres, donc ça m'a bien rafraîchi la mémoire et tout ça. C'est un peu dommage qu'on ait un peu couru dans certains endroits, comme le British Museum. J'ai l'impression qu'on est resté une demi-heure top chrono. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que bon. Le British Museum, de toute façon, on doit faire des choix, sinon on y est pour une semaine. Oui, c'est vrai. C'est comme le loup. Mais sinon, je suis très très content. Pour moi, la pluie n'a pas été un problème. Majeur. Je trouve. Très bien, pour Sam. Je cède la parole. Alors, il y a Manon qui voulait prendre la parole. Mais non, mais en fait, ça va aller. Vas-y, Manon. Donc, moi, je trouve que par rapport à l'organisation et sur qui on peut se reposer, maintenant, quand on doit organiser un voyage à plusieurs, maintenant, on se rend bien compte qu'on doit quand même choisir les gens avec qui on le fait. Parce que bon, il y en a qui se désistent à la dernière minute. Amandine, elle a dû préparer tout hier soir. C'est vraiment pas facile. Et personnellement, moi, je trouve que c'était bien pour le trajet, parce qu'elle savait très bien où on devait aller, elle avait son plan et tout ça. Donc, je pense que pour une organisation, on doit être sûr des personnes avec qui on l'organise. Oui. Pour moi, sauf qu'ici, toute la classe devait le faire. Donc, ils étaient à 6 ou à 7, je ne sais plus au total, à 7, je crois. Et sur les 7, c'était toute la classe, donc on ne pouvait pas choisir, c'est tout le monde qui participait. Donc là, c'était imposé. Alors, qui d'autre, Robert, veut peut-être dire quelque chose? Moi, je suis... Par rapport même à l'organisation, depuis le départ, depuis le mois de septembre, comment ça s'est passé? Depuis le mois de septembre, je ne suis pas avec les deuxièmes, donc je ne peux pas dire ce qu'ils ont fait. Mais bon. Ils sont quand même venus chez vous, je crois, pour vous expliquer des choses au mois de septembre. Oui, une journée. Mais d'après ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est la première fois que je venais à Londres et ils étaient qu'à 5. À les entendre, ils ont peut-être manqué de temps, mais ils ont quand même fait quelque chose qui était très bien. Tout le monde m'a appris quelque chose dans ce qu'il a dû traiter. Et le seul petit inconvénient, c'est le temps, pas très favorable, qui a dû faire qu'on a écouté certaines explications ou certaines parties. Oui. Alors, j'aimerais bien quand même que quelqu'un intervienne sur les contacts que vous avez eus, et je le répète, depuis le mois de septembre, comment ça s'est passé, puisque les élèves de deuxième sont quand même venus vous expliquer certaines choses de base, peu nombreuses, mais est-ce que vous trouvez que ça a été bien géré? Je ne parle pas d'un élève en particulier, on dit globalement. Alors, je vais peut-être demander à François et puis à Natacha, comme ça ils ont le temps de se préparer. On commence par François. Moi, je vais dire, personnellement, je connais déjà les deuxièmes depuis l'année dernière. Je suis déjà parti à la Côte d'Opale avec eux. Mais je vais dire, en gros, j'ai pas vu le travail qu'ils ont fait tout au long de l'année jusqu'à maintenant pour mettre au courant tout le monde sur cette fameuse excursion. Mais
Je dirais que dans l'ensemble, j'ai jamais eu à me plaindre d'un problème de contact avec qui que ce soit ici, en tout cas dans les groupes de deuxième. J'ai pu constater que le courant passe bien, les contacts passent bien entre les premières et deuxièmes, quand les deuxièmes ne sont pas en stage évidemment, et donc je ne pense pas qu'il y aurait eu un problème particulier. Donc il n'y a pas eu de problème d'information en septembre-octobre et dans les 3 dernières semaines. Donc les rappels ont bien été faits. Non, je n'en veux à personne, c'est une question que je pose, tu sais. Voilà, rien vu de particulier. Entendu. Alors, Natacha, tu as des commentaires à faire sur la journée d'aujourd'hui, pas spécialement l'organisation des derniers mois, mais tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je trouvais que c'était intéressant. C'est vrai que le temps n'a pas aidé énormément non plus, parce que bon, il y a le fait que quand il pleut, c'est pas évident non plus de parler à tout un coup. Le bruit n'aide pas non plus. Mais franchement, c'était pas mal, même si c'est vrai qu'il y avait des endroits où on manquait un peu de temps, mais bon, ça, c'est comme ça. Alors, maintenant, je vais peut-être demander à Sandrine, avant de passer à Mélanie et à Céline, par exemple, juste après, comment dirais-je, ce que vous en retenez pour l'an prochain, pour l'organisation, d'une manière générale. Moi je trouve, comme tous les autres, que la journée s'est plutôt bien passée malgré le temps et malgré les petits incidents qu'il y a eu. Maintenant, bon, on a vu aussi un petit peu les erreurs à éviter pour l'année prochaine. Mais sinon, bon, moi je trouve que justement, on a exemple à prendre sur eux pour beaucoup de choses. Car j'ai appris aussi beaucoup de choses ici. Bon, pour les erreurs à éviter, c'est vrai qu'il y a peut-être besoin de plus d'organisation. Mais là, bon, je vois qu'ils ont eu des problèmes aussi. Mais voilà, on ne peut pas. Moi je trouve qu'en règle générale, ça s'est bien passé, ça aurait pu se passer mieux, on sait quelles erreurs à éviter, mais voilà, je trouve qu'en règle générale, ça s'est bien passé. D'accord. Alors n'oubliez pas que ceci fait partie de la matière d'examen pour vous. Donc est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un petit dossier qui soit fait pour eux, par eux, ou comment vous allez faire pour étudier la matière? C'est un vrai problème concret qui se pose quand même pour l'examen. Donc il faudrait qu'il y ait un suivi. Un petit dossier, ce serait sympa. Mais simplement, pas besoin de faire un dossier. Ce sera pas possible. On trouve qu'ils sont super bien débrouillés. Attends, à la fois. Ils ont trouvé des choses sur internet, ce qu'ils ont leur préparation, simplement faire une photocopie ou genre de truc, et comme ça, pas besoin de refaire tout un dossier super bien. Bien clair, ça sert à rien, simplement les notes quoi. Est-ce que vous souhaiteriez quand même que ce soit accompagné éventuellement d'un plan de Londres? Tout à fait. Pour éventuellement avec le trajet qu'on a fait. Voilà, alors un petit débriefing sur les problèmes concrets qui se sont posés, qui pourraient vous servir pour l'an prochain. Est-ce que vous pensez que votre mémoire tiendra jusqu'au mois de novembre pour Amsterdam? Des choses comme ça. Enfin, je veux dire, on aura déjà le DVD, donc pas besoin de faire un plan encore par écrit, ça ne sert à rien, quoi. Donc, mais moi je trouve que les notes, simplement les notes qu'ils ont pris au départ sont bien pour nous. On n'a pas besoin d'avoir un dossier spécial sur ça, quoi. Simplement les notes, c'est suffisant, quoi. Alors, il y a encore 4 élèves qui n'ont pas pris la parole, c'est-à-dire Norman, Quentin, Patrick. Vas-y aussi, Patrick, oui. Maxime. Ah oui, et Céline, il y en a encore 5. Alors j'aimerais bien savoir si vous avez encore quelque chose à dire. Alors on commence par toi. Par Norman. J'ai trouvé que, c'est vrai que comme vous l'avez dit, ils étaient 7 à la base. Et ici ils sont 5, donc au niveau organisation ils se sont bien débrouillés, je trouve. C'était bien expliqué. Bon, c'est vrai, chacun a commis quelques petites erreurs, mais c'est comme ça. Maintenant on a appris d'eux, on sait ce qu'on doit éviter pour le prochain voyage. C'est ça. Ok. Céline, tu as quelque chose à ajouter? Non, je pas. Alors, on n'a pas parlé de l'expression aujourd'hui, mais est-ce que vous trouvez qu'au niveau de l'élocution, ça passait bien? Oui, franchement, je trouve qu'ils s'exprimaient vraiment bien parce que ce soit dans la rue ou au musée, c'était pas toujours évident, il y avait beaucoup de bruit autour. Et franchement, je trouvais qu'on entendait vraiment bien les explications, il n'y avait pas besoin de se coller à la personne, je veux dire. Je trouvais ça vraiment bien. Entendu. Quentin? Moi, je rajouterais rien, aucun commentaire. À part peut-être j'ai dit. Alors Maxime? Pareil, j'étais juste content d'avoir vu la reine d'Angleterre en même temps. Alors je voudrais peut-être que
peut-être que Marvin et Benjamin s'expriment, où sont-ils? Maxime aussi, où sont-ils? Encore à l'intérieur. Ils sont où? Ah mais vous avez pas Ça fait déjà Donc plusieurs il y en a heures. 3 qui sont disparus et depuis ce matin. Ça fait juste Et quel est le quatrième? Julien, Marvin, Benjamin, le quatrième c'est? Maxime. 5 heures. Et ils sont partis, ils étaient déjà là avec vous pour leur part à midi? Donc ils ont disparu depuis quelle heure? Depuis midi. À peu près. Merci. Nous avons des